Vous intervenez. D'abord, merci à François de ces mots d'accueil. Bon, c'est beaucoup trop. Je suis sur le mode table ronde et effectivement, apport d'expérience. Ce que je voulais dire d'abord, c'est 2-3 mots sur la mondialisation. La mondialisation, elle n'est pas heureuse en soi, ni malheureuse en soi. Il y a des gagnants, il y a des perdants. En ce moment, elle est plutôt plus heureuse pour les pays émergents, émergés, que pour les nôtres. Ou en tout cas, elle est plus heureuse dans nos pays à nous, pour les consommateurs, que pour les producteurs. Bon. Enfin, c'est comme ça, et avec des phénomènes qu'on connaît sans doute pas assez, du genre, on croit que la Chine, c'est l'atelier du monde. La Chine, elle se voit comme le laboratoire du monde. Et on n'a pas assez en tête le fait que, par exemple, le Parti des travailleurs du président Lula a eu comme principal succès d'avoir rétabli les comptes et définitivement maîtrisé l'inflation. C'est le genre de choses qui sont intéressantes à savoir. Quoi qu'il en soit, je suis absolument sidéré quand j'entends parler de démondialisation. D'abord parce que c'est totalement illusoire. Ensuite parce que ça serait contre nos intérêts. Parce que nos intérêts d'Européens, c'est quand même d'aller chercher de la croissance là où elle est, en allant vendre, par exemple, en Asie. Je pense, j'étais la semaine dernière constater les progrès de l'accord de libre-échange entre la Chine et les pays de l'Asie du Sud-Est. Honnêtement, on a quand même plutôt intérêt à rester dans le coup, nous, Européens, plutôt que de les laisser se démondialiser sans nous. Hein. Bon. Et puis j'ajoute qu'évidemment, la mondialisation, c'est quand même particulièrement bizarre quand on l'entend à gauche, parce que côté générosité internationale, c'est quand même pas tout à fait ça. Il se trouve, comme le dit François très bien dans son bouquin, entre autres, que les penchants protectionnistes, ils sont assez également répartis à droite et à gauche. Enfin, à droite et à gauche en France. Et en France seulement. L'idée soi-disant chic et choc du protectionnisme européen, c'est totalement bidon, puisqu'on serait isolé, absolument isolé, seul au milieu de 27. Je sais, j'ai présidé le Conseil des ministres du commerce extérieur au moment où il y avait plein pot de négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Je connais très bien. Bon, sans parler de notre isolement, évidemment, parmi les 153 nations légitimes qui composent l'Organisation mondiale du commerce. Alors, je vais vous dire une des raisons importantes pour lesquelles j'ai voulu venir, au-delà de l'amitié traditionnelle atavique, c'est que François a pris parti contre le protectionnisme et qu'il refuse de tomber dans le panneau et de céder à ces sirènes-là. Je trouve que c'est très important sur le fond, comme projet pour notre pays. C'est très important parce que ça veut dire la vérité. Et c'est important aussi parce qu'évidemment, au point de vue politique, les clivages entre protectionnistes et antiprotectionnistes ne sont pas de clivages traditionnels. Et donc c'est très bien pour nous quand on est en dehors des clivages traditionnels. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur qu'est-ce qui se passe macroéconomiquement. Quand on parle du déficit du commerce extérieur de la France, c'est-à-dire on importe plus qu'on exporte, ça ressemble beaucoup au déficit dont on parlait ce matin, qui est des finances publiques. On importe beaucoup finalement parce qu'on consomme beaucoup. Et une partie de ces consommations est alimentée, on l'a dit, par les déficits publics et donc par notre dette. Donc ça se ressemble énormément. Au niveau global, c'est très intéressant. On dit au G20, qui petit à petit prend la place du G8, c'est un des grands bouleversements actuels. On dit que grosso modo et globalement, il faudrait que les États-Unis consomment moins et les Chinois plus, grosso modo. Alors, eh bien, à l'intérieur de l'Europe, c'est sans doute un peu pareil entre les Allemands, qui font figure de Chinois, si j'ose dire, et nous. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est structurant, global, qu'on est dans le modèle de croissance, comme on dit. Notre modèle à nous, c'est la consommation. Donc la consommation, quand on ne produit pas tout ce dont on a besoin, et évidemment, il y a des lois de spécialisation industrielle, et c'est très bien comme ça, eh bien, ça se traduit par des importations. À propos des importations, je voudrais vous faire partager une expérience. La première fois que j'étais en Allemagne, dans la responsabilité que j'avais avant, donc qui était commerce extérieur, ils n'ont pas arrêté de me parler des importations et ils étaient très fiers et très contents de leurs importations. Alors, moi, je ne parle pas allemand, mais quand même, je suis capable de comprendre le mot importation différent du mot exportation. Les importations allemandes sont dans une proportion beaucoup plus forte que chez nous des composants mis en œuvre dans des produits qui ensuite sont des produits allemands parce qu'ils ont été designés en Allemagne et puis mis en œuvre. Bon.
Il y a un rapport du Conseil d'analyse économique, enfin bon, peu importe, qui dit que c'est un des boosters des exportations allemandes. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas une espèce de principe selon lequel importer ça serait mal, exporter ça serait le bien. Alors, ce qui ne va pas, c'est le déséquilibre. Ce qui ne va pas, c'est le déséquilibre et la perte de substance et l'incapacité, au bout du compte, financer qui en résulte. Que faire, comment agir? Il me semble qu'il y a 3 couches d'intervention possibles. Les premières, on va dire, macroéconomiques. Et en particulier la question du financement de la protection sociale. C'est toute l'histoire de la comparaison, de la compétitivité allemande, les charges, les salaires, etc. Et le débat sur comment est-ce qu'on finance les prestations sociales. Moi, je suis favorable à une TVA de compétitivité. Bon. C'est le premier niveau. On a beaucoup parlé ce matin. Voilà. Deuxième couche, sur lesquels l'analyse de ce qui se passe en Allemagne, mais aussi en Italie, et aussi, pourquoi pas, aux États-Unis, parce qu'ils essayent, les malheureux, de développer un peu plus, ils ont du mal, de sortir leur désindustrialisation. Il y a énormément de sujets qui sont de l'ordre, comment dire, de la mobilisation politique, sociale, etc., des acteurs. Bon, quand on fait des comparaisons, alors on vous parle en vrac, il y a comment faire grossir, Monsieur le Président, les PME, les financer, assurer leur pérennité, leur capacité d'innovation, etc. Il y a la solidarité entre les PME et les grands groupes. Il y a le dialogue social, c'est-à-dire est-ce qu'on peut passer des deals qui permettent de survivre plutôt que de fermer. Il y a le sujet de comment est-ce qu'on délocalise intelligemment, mais peut-être pas complètement. Hein. Bref, des sujets structurels, de fond, qui sont à la fois de la politique, de l'économie, de la société. Et moi, je pense que c'est un autre message porteur de Bayrou, c'est il faut en faire une priorité majeure. On dirait en anglais mainstream, ou focus. C'est l'agenda, c'est l'ordre du jour, c'est la bataille prioritaire. Et on s'y met tous, les syndicats, les petites entreprises, les grandes entreprises, la recherche, etc. Et ça, c'est très important pour cette deuxième couche de sujets qui sont de l'ordre, alors on dit structurel. Alors structurel, ça peut vouloir dire, c'est tellement compliqué qu'on baisse les bras, il y a des interactions, des interférences, des inter-ceci, des inter-cela. Bon. Mais ça peut vouloir dire au contraire, structurel, ça veut dire que c'est un projet pays. Et c'est ça une des bonnes idées de Bayrou, c'est un projet pays, et un projet pays, c'est de se sortir de ce déséquilibre entre trop de consommation venant de l'extérieur et pas assez de choses qui séduisent les clients à l'extérieur, ou tout simplement des tas de secteurs dans lesquels on n'a plus rien à leur vendre d'attractif. Et puis la troisième couche, mais Gilles Leblanc en parlera bien mieux que moi j'adore ces articles, je les lis tout le temps. Bon. Donc j'étais bien contente de découvrir que c'était un point commun. Bon. La troisième couche, c'est de l'ordre justement industriel et de la spécialisation industrielle. Je voudrais faire un tout petit aparté par qu'est-ce que les entreprises étrangères qui viennent s'installer en France aiment. C'est d'autant plus intéressant que ces entreprises étrangères qui viennent s'installer en France, parce qu'on est très très attractif de ce point de vue-là, on dit qu'on est le deuxième au monde, c'est peut-être le troisième, enfin bon, on est un champion de l'attractivité des capitaux étrangers. Ils exportent, leurs exportations font 40% des exportations totales qui partent de France. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ce que font les entreprises étrangères qui sont en France, puisqu'elles exportent. Et elles produisent en France. Ce qu'elles aiment, là où on est, notre territoire, et les équipements, les infrastructures, etc. Notre éducation et l'innovation. Et donc, vous allez certainement faire des développements. Moi, j'ai vendu à travers le monde entier. J'étais avec le crédit d'impôt recherche potentiellement les résultats des investissements dans le programme d'avenir, le programme préparé par Juppé-Rocard. C'est pas mal de faire préparer quelque chose comme ça, de l'avenir, de manière bipartisane, hein, enfin, avec deux personnalités venant des deux bords. Bon. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de savoir que c'est ça qu'ils aiment. Et puis, je voudrais ensuite dire qu'est-ce qui se vend bien. Bon, alors on a nos champions. Hein. Les champions, vous les connaissez, c'est simple, c'est l'aéronautique, l'agroalimentaire, la pharmacie et le luxe. Voilà.
Et on importe, qu'est-ce qu'on importe? On importe du pétrole, évidemment, ça, bon, même si on va bientôt en trouver, paraît-il, en Guyane, on en importe. Et sinon, on importe énormément de choses qu'on ne fait pas, des téléphones, des iPads, des trucs comme ça. Textile, cuir, c'est un peu bizarre. Les meubles, ça paraît un peu bizarre aussi. Bien entendu, beaucoup de choses mécaniques. Et puis quelques panneaux solaires chinois, à la faveur de certains plans. On est surtout déficitaire à l'égard, de la Chine, de l'Allemagne. Moi, ce qui me frappe, je vais le dire à propos de 3 expériences que j'ai vécues. La première expérience, c'est que j'ai été le patron de la SNCF, et qu'en tant que patron de la SNCF, j'ai acheté énormément de choses, évidemment, parmi lesquelles, pour plusieurs milliards par an, parmi lesquelles des habits pour mes contrôleurs. Donc, appel d'offres, On a choisi une entreprise qui s'appelle Armor Luxe. Pas simplement parce que je suis armoricaine, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle était capable de s'intégrer dans le design qu'on avait par ailleurs confié à Christian Lacroix, parce qu'elle nous faisait, ouais, ils sont vachement bien, parce qu'elle nous faisait des, au point de vue qualité, c'était pas trop mal, enfin bon, et parce qu'elle nous assurait la logistique. C'est-à-dire la capacité à délivrer, ils sont plusieurs dizaines de milliers de personnes, les contrôleurs, et il y a certaines dames qui ont du 38 en haut et du 40 en bas. Il y a des garçons qui n'aimaient pas les polos verts, qui préféraient les polos violets, mais c'était pour aller avec la veste, machin. Bon. Donc une énorme logistique, un énorme service après-vente. Et ça, ils étaient capables de me l'assurer. Donc c'est le service en plus, en particulier ce type de service logistique. L'autre exemple que je voudrais donner, c'est à propos du secteur automobile. Parce que l'un des drames absolus de la France, c'est qu'on était excédentaire en automobile et qu'on est devenu déficitaire. Et l'une des chances de l'Allemagne, c'est que la moitié de l'excédent allemand, il vient de la bagnole, de l'automobile. Bon. Donc en soi, c'est un truc très fort. Il y a d'autres secteurs aussi, hein, que Gilles Leblanc connaît. Bon. Évidemment, quand on veut faire des petites voitures, c'est pas génial à partir du territoire européen, en tout cas d'Europe, des premiers États membres et de la France. Par contre, quand on se positionne comme les Allemands sur le haut de gamme et la haute technologie, c'est bon. Donc qu'est-ce que je prends de ces 2 exemples? Les services associés, le haut de gamme, les hautes technologies. Et puis, je voudrais donner un autre exemple sur un sujet que je trouve extrêmement important, mais pas simplement du point de vue industriel, qui est le sujet du nucléaire. C'est qu'on a tout avantage à se positionner sur ces gros projets-là, sur la qualité plutôt que sur le low cost, parce que le low cost, on peut toujours courir derrière, et nos références à nous, elles doivent être d'une autre nature. Donc ça me permet de terminer sur la compétitivité, c'est mon dernier point. Je suis complètement d'accord avec tous ceux qui ont dit ce matin que ce n'est pas vraiment sur les prix des salaires, etc. Bon, donc la première couche, en quelque sorte. Bon. Mais c'est au moins autant sur d'autres éléments de valeur que la simple, j'allais dire, production industrielle de base. Vous direz ça bien mieux que moi. C'est ça qui marche bien. Donc une politique globale, une mobilisation, et puis des approches extrêmement pointues et presque pointillistes qui permettent à des entreprises, parce que ces entreprises, non seulement de produire, François, mais de vendre, et de vendre sans perdre d'argent, et de le faire le plus souvent à la fois sur le marché national et sur tout ou partie des marchés internationaux, parce que le marché français, c'est quand même un peu petit pour beaucoup d'entreprises, et en particulier pour les entreprises les plus valeureuses qui sont sur des niches avec ces services ou cette innovation intégrée. Je trouve qu'il y a un mot qu'on pourrait employer pour un tel projet pays. Ça serait quelque chose comme la reconstruction. Parce que c'est la reconstruction des structures, pas simplement économiques ou techniques, mais dans les têtes, autour d'un projet. Moi, j'ai lu un texte magnifique il y a quelques années, qui était du président allemand, je pense que tu le connais, François Bayrou, en amont donc, de l'agenda Schröder, qui était sur l'état dramatique dans lequel se trouvait le pays. Et c'était un espoir, finalement.
un espoir qu'en s'y mettant tous et en ne se dispersant pas sur 46 sujets, eh bien on pourrait améliorer les choses. Et on ne le fera pas si on est des autruches, si on se bouche les yeux. Mais ce n'est pas du tout justement le choix que François a fait. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. C'est pour ça que je suis là.